messieurs, dans l'actualité ce soir, les conclusions de la conférence de Bruxelles sur Ebola, peut-être bientôt un plan Marshall en faveur de la Guinée, de la Sierra Leone et du Libéria, les trois pays les plus durement frappés par l'épidémie. C'est en tout cas le vœu formulé par leurs dirigeants dans la capitale européenne. Le Togo appelle de son côté à une solidarité plus accrue. Compte rendu complet en début de journal tout à l'heure. Nouveau face-à-face gouvernement enseignant ce mercredi à Baguida, une séance d'explication et d'échange sur les perturbations dans l'administration publique sur fond de revendications salariales, garanties, vous le savez, par les travailleurs togolais. À Daoulato, lundi et ce mercredi, aussi la délégation à l'organisation du secteur informel poursuit sa tournée de sensibilisation. La cible, les femmes, les marchés de Lomé. Le compte rendu du jour dans ce journal tout à l'heure. Voilà, madame, monsieur, le sommaire, bienvenue. Voici le jour. Bonsoir à tous. On commence d'abord par les réformes économiques engagées au Togo. Le FMI se prononce mieux, envisage d'accompagner encore plus le gouvernement. Le sujet a été évoqué ce mercredi à la présidence de la République. Le chef de l'État y recevait Madame Djemil Sankak. Elle est chef de mission de l'institution reçue donc en audience. Elle s'est confiée à la presse. Nous l'écoutons. The objective of the visit this afternoon was to meet with the president. L'objectif de la visite de cet après-midi était d'expliquer au président de la République les objectifs principaux de cette mission du FMI. Les objectifs principaux de cette mission étaient d'échanger avec les autorités togolaises sur leurs priorités de politique économique et la manière dont le FMI pourrait appuyer ces réformes prioritaires. Je remercie les autorités togolaises du dialogue très fructueux et constructif. And I hope that our close dialogue continues in the future. Maintenant, à la croisade contre Ebola, nous l'annoncions en titre tout à l'heure, nous évoquions le sujet hier déjà avec la conférence de Bruxelles. Elle envisage peut-être un plan Marshall en faveur des pays durement frappés par l'épidémie, la Guinée, la Sierra Leone, le Libéria. Le Togo participe, vous le savez, aux efforts de guerre contre la maladie. Le Premier ministre Artem Seleagodi-Ormezoulou a, au nom du chef de l'État, appelé à une solidarité plus accrue. Les précisions, Joël Aziadapou. International de haut niveau intitulé Ebola de l'aide d'urgence à l'assistance au redressement aura permis aux différentes délégations, acteurs et experts engagés dans la lutte contre Ebola d'identifier et d'établir une série d'actions et de principes devant orienter les différentes démarches dans le processus d'éradication de la maladie. Les participants ont pris note de la souffrance humaine que l'épidémie a occasionnée et se sont spécifiquement accordés pour garantir qu'aucune personne, qu'elle ait été affectée par Ebola ou qu'elle ait été impliquée dans la réponse, ne soit de ce fait stigmatisée. Les gouvernements, institutions et experts ont tous salué les progrès réalisés et ont toutefois rappelé que la victoire n'était pas encore assurée. C'est pourquoi le chef du gouvernement, Seleagodi-Ormezoulou, lors de la conférence de presse qui a sanctionné les travaux, a plaidé pour une solidarité plus accrue et une mobilisation à la mesure de cette catastrophe sanitaire. Les trois pays les plus touchés sont de la Mano-Riva. Ils sont en même temps de la CEDEAO et ils sont de l'Union africaine. Toutes ces institutions ont des programmes de coordination visant à accompagner ces pays et à prendre des mesures énergie pour l'avenir. Donc je pense qu'il est utile à l'examen de ces différents plans, de voir de quelle manière ces plans peuvent se coordonner pour qu'il n'y ait pas de juxtaposition entre le plan de la Mano-Riva par rapport à la CEDEAO qui est un mécanisme de coordination avec des moyens mis à disposition de ces pays, notamment en termes de agents de santé que nous avons formés pour cela et des prévisions d'avenir. Je pense donc que nous devons nous retrouver pour envisager ces aspects de coordination et de conjonction des différentes démarches pour que ce plan Marshall que nous souhaitons mettre en place soit effectivement un plan qui soit efficace, qui soit rentable, mais qui ne crée pas d'autres difficultés en termes de duplication des positions et des démarches. Mais je pense pour l'essentiel qu'effectivement, Ebola a montré notamment pour nos pays africains que nous ne pouvons pas réussir dans un domaine comme celui-là sans la solidarité, sans l'accompagnement. Et donc il est utile de continuer à aider nos pays frères, parce qu'en les aidant, nous nous protégeons nous aussi en même temps. Et nous faisons en sorte que, comme le président Sassou l'a rappelé tout à l'heure, les faiblesses de nos systèmes de santé se retrouvent dans tous les pays.
Si vous prenez le cas de la CEDEAO, ce ne sont pas seulement les 3 pays là qui sont concernés par les faiblesses du système de santé. C'est l'ensemble. Nous avons eu de la chance que le virus n'ait pas débordé sur l'ensemble de la sous-région. Mais si ça avait été le cas, nous aurions été dans la même situation que ces 3 pays. Et donc il faut envisager les choses en ayant l'esprit que ce qui doit être fait de manière générale pour l'ensemble de nos pays, de manière à maintenir la flamme de la solidarité, de la coordination, pour que les progrès qui vont être faits désormais, à partir des mécanismes bien en place, profitent à l'ensemble des pays. Il faudra l'avoir à l'esprit, et ça me paraît important, notamment en termes de construction de centres, de prise en charge, de laboratoires et autres. Il faut envisager les choses de manière globale, et ne pas penser que l'épidémie aurait une vocation à se limiter à ces 3 pays, mais qu'il peut s'élever sur l'ensemble de nos pays. Mais en même temps, même si ce n'était pas le cas, il faut prévenir, il faut envisager la suite en pensant à tous ces autres pays dans le cadre d'une bonne coordination de l'ensemble de ces programmes. Le président Sassou Nguesso du Congo a de son côté partagé l'expérience de son pays, plusieurs fois touché par la maladie. Nous avons lancé cet effort de construction de 14 hôpitaux dans notre pays, et en plus de ceux qui existent et que nous allons équiper, en même temps que nous envisageons la mise en place de laboratoires. Donc, je pense qu'il est important qu'en Afrique, dans tous les pays, cette question soit prise à bras le corps, et passer ces faiblesses identifiées en Guinée, en Sierra Leone ou au Libéria, peuvent aussi être identifiées dans les autres pays d'Afrique. Quant aux dirigeants des pays les plus touchés par la maladie, ils ont appelé la communauté internationale à lancer un plan Marshall pour redresser leur économie afin de gagner la guerre contre la maladie. Qui a décimé nos populations, décimé notre économie, décimé notre système éducatif. Donc il est extrêmement important que nous puissions être accompagnés dans un premier temps pour pouvoir rétablir ces équilibres. Nos pays ont des grandes potentialités minières et autres, agricoles. Donc si nous avons un coup de pouce pour le lancer, nous pourrons nous en sortir grâce au développement par nos propres efforts. De la rencontre de Bruxelles, il ressort que sur les 5,1 milliards de dollars en promesses de dons effectués au titre de financement d'urgence et de redressement, 2,4 milliards de dollars ont été déjà déboursés. La mobilisation de ressources additionnelles va se poursuivre en vue de garantir des fonds nécessaires pour la lutte contre l'épidémie à virus Ebola. Et ce sommet, c'était donc hier à Bruxelles, l'Union européenne, les Nations unies, la CEDEAO, des experts des ONG, 80 délégations d'Afrique de l'Ouest étaient présents donc à l'ouverture. Le chef du gouvernement togolais a pris la parole au nom du président Faure Gnassingbé, coordonnateur, vous le savez, de la lutte contre Ebola en Afrique de l'Ouest. Retour sur la cérémonie d'ouverture, toujours avec Joël Aziedapou. Tragédie humaine, la pandémie du virus Ebola continue de décimer les populations avec plus de 9000 morts depuis sa survenue en décembre 2013. Le temps presse, il faut agir et vite. C'est en cela que des représentants de haut niveau et les chefs d'État des pays les plus affectés, ainsi que les partenaires internationaux et acteurs engagés dans la lutte contre l'épidémie de la fièvre hémorragique à virus Ebola, se sont retrouvés hier au palais d'Egmont à Bruxelles, en Belgique. Objectif, coordonner les différentes actions en vue de l'éradication totale de la maladie et penser au processus de reconstruction économique des pays les plus touchés par la pandémie. À Bruxelles, le chef du gouvernement Célia Godiaou Mesounou s'est exprimé au nom du président Faure Gnassingbé, coordinateur du processus de riposte de la CEDEAO contre la maladie à virus Ebola. Dans le message du chef de l'État qu'il a délivré à l'assistance, le Premier ministre s'est félicité de la riposte internationale qui a permis d'améliorer la situation épidémiologique dans les différents pays. Il a aussi et surtout invité les pays donateurs et les différents partenaires à soutenir les pays touchés dans la relance de leur économie. À présent que la riposte nationale et internationale a permis d'améliorer la situation épidémiologique sur le terrain, que devons-nous faire pour aller de l'avant, pour aller au bout de nos efforts? Comment devons-nous procéder pour mettre à profit nos acquis récents en vue de l'éradication totale et irréversible de l'épidémie? Quelles sont surtout les pistes
que nous devons emprunter pour aider les pays les plus affectés à se reconstruire, en tenant compte des séquelles profondes que cette expérience douloureuse aura laissées dans leur tissu économique et social. Si nous parvenons au terme de nos échanges à coordonner nos réponses à ces questions fondamentales, alors nous aurons fait la moitié du chemin qui nous reste à parcourir. Notre sous-région, la CEDEAO, étant l'épicentre de l'épidémie, nous avons pris sur nous dès le départ de monter en première ligne dans la riposte contre l'épidémie. Cette dynamique nous a conduit à adopter un plan régional intégré de riposte axé sur la gestion concertée de l'épidémie et le refus de la stigmatisation, non seulement vis-à-vis des malades, mais aussi des pays les plus affectés. Il a surtout permis de lancer un fonds régional de solidarité qui a servi à financer la formation des personnels de santé, volontaires déployés sur le terrain et à mener d'autres activités en faveur des pays les plus affectés, notamment dans le domaine de la communication, de la gestion et de la surveillance épidémiologique. Le mécanisme de coordination et de supervision de la CEDEAO pour la riposte contre l'épidémie d'Ebola souhaite vivement que le seuil d'alerte contre l'Ebola soit maintenu, en dépit des signaux encourageants que nous enregistrons dans les pays les plus affectés. Notre priorité est désormais l'élaboration de stratégies de reconstruction post-Ebola appropriées. Il s'agira en particulier d'aider les pays touchés à relancer leurs secteurs économiques les plus touchés, notamment l'agriculture, le commerce et la production minière. Les plans de relèvement doivent être adaptés aux réalités de chaque pays. Nous devons dans cette optique concilier la prise en charge des urgences immédiates avec une grande capacité d'anticipation face aux risques de délitements sociaux qui peuvent à leur tour constituer des sources potentielles de conflits futurs. Il est bien connu que les hommes et les femmes qui ont perdu leur repère, même en raison d'une crise sanitaire, peuvent être tentés de s'engager dans des impasses comme l'immigration clandestine, l'enrôlement dans des groupes armés, le trafic de drogue et la prostitution. Notre réflexion doit donc nous orienter vers la recherche de réponses structurelles durables au défi de la reconstruction post-Ebola, afin qu'avec le concours de tous, les pays affectés puissent retrouver une vie normale à brève échéance. Ainsi, au cours de la réunion de coordination de haut niveau des partenaires de la CEDEAO sur la lutte contre l'Ebola, organisée en début d'année à Accra, nous avons convenu de la nécessité d'élaborer des plans de relèvement axés sur l'accès aux services sociaux de base, principalement dans les secteurs de l'éducation, notamment avec la réouverture des écoles, l'accès à l'eau potable et la mise à niveau des systèmes de santé dans toute la sous-région ouest-africaine. Pour ce qui est de l'avenir, la CEDEAO n'a plus le choix. Elle entend tout mettre en œuvre pour se doter d'un centre international de dépistage des maladies épidémiologiques afin que la prévention soit désormais le maître mot. Bien entendu, la mobilisation financière reste l'un des défis les plus immédiats puisqu'elle conditionne la mise en œuvre effective des plans de reconstruction post-Ebola. Au sein de la CEDEAO, nous entendons renforcer dans cette perspective le Fonds de solidarité régionale pour accroître l'efficacité des interventions sur le terrain. Les présidents Ellen Johnson Sirleaf du Libéria, Ernest Bai Koroma de la Sierra Leone et Alpha Condé de la Guinée se sont succédés pour remercier la communauté internationale pour l'élan de solidarité et de générosité dont elle a fait preuve dès le déclenchement de cette crise sanitaire. Ils ont surtout plaidé pour l'annulation de la dette des pays durement frappés et appelé à une aide conséquente pour définitivement éradiquer la maladie. Avant l'ouverture des travaux, le chef du gouvernement a échangé avec l'ambassadeur des Pays-Bas au Togo, Hans Docter, suivi quelque temps après du chef de la délégation de l'Union européenne au Togo, Nicolas Berlanga Martinez. Togo, pardonnez-moi, joue déjà un rôle très important en tant que coordination de la réponse régionale. Donc, c'est à cause de cette importance que j'ai fait le déplacement pour appuyer la délégation du Togo. Nous avons discuté sur les défis qu'on a encore dans la région avec l'Ebola. Malheureusement, c'est plus difficile qu'on pensait de vraiment rompre la chaîne de transmission, donc on a discuté les possibilités qu'on a pour améliorer la coalition d'appui pour la Guinée et aussi pour finir la maladie dans la région dans 2 mois. Donc on a discuté sur ça et puis on a déjà discuté quoi faire après Ebola pour que l'économie peut se guérir, on peut dire.
Et puis on a discuté sur des sujets bilatéraux, commerciaux et économiques. Il est 20h15, la suite. L'actualité chez nous, c'est la paralysie dans l'administration publique pour cause de grève. Le secteur éducation est plus touché. Le gouvernement multiplie les missions de bons offices. Une délégation forte de 5 ministres a de nouveau rencontré les enseignants ce mercredi, ceux de la zone Baguida précisément. Le compte rendu des échanges, Kassim Nambaga. La terminale D2 reste encore fermée à l'instar des autres classes du lycée de Baguida. Certains élèves profitent de ce relâchement pour réviser leurs cours. D'autres, par contre, la majorité, se livrent à leur passe-temps favori. 3 semaines sont ainsi brûlées depuis le début de l'année sur les 38 prévues pour l'année académique. Il y a péril en la demeure. Pour le gouvernement, cette situation ne saurait perdurer. Une délégation ministérielle était ce jour face aux enseignants de Baguida et ses environs. Les ministres Broum, Diabakté, Manganawe, Gourdigou et Aglo étaient porteurs de messages. Le gouvernement n'a en aucun moment refusé de revaloriser les salaires des fonctionnaires. Au contraire, il est dans une dynamique d'augmentation depuis 2005. Ils doivent prendre conscience de l'évolution de leurs salaires entre 2005 et 2015. Un enseignant recruté en 2005 était dans l'ordre de 113 900 et quelques. Et que cette année, à la fin du mois de janvier, il a son salaire qui est autour de 194 000 francs. Et donc, il y a des efforts que le gouvernement fait. Ça, c'est en termes de cadre A1. Ce qui représente banalement 69 ou 70% même d'augmentation de salaire. Insuffisant, rétorquent les enseignants. Ils ont repris les revendications de la synergie qui parle de 280 points obtenus à partir du redressement de la grille salariale, mais également le fait que les négociations ne sont jamais suivies d'effet. Faux récusent les membres du gouvernement. Nous leur avons apporté un message sur la vérité des réclamations faites par la synergie pour leur dire que ce que Synergie réclame, en réalité, les 280 points n'y sont pas. Et que nous sommes sur les 140 points. Mais que déjà le gouvernement a fait l'effort d'accorder 30 points qu'il devrait accorder l'année prochaine. Il a fait tout pour les apporter cette année. Et que ces 30 points sont dynamiques et permettent donc de résoudre tant soit peu le problème. Après ces échanges francs et sincères, les enseignants se disent confiants mais restent vigilants. Nous avons discuté à cœur ouvert. Les débats ont été franchement ouverts. Chacun a dit ce qu'il avait sur le cœur et c'était très intéressant. Nous sommes des enseignants. C'est notre matière première. Ça nous fait tellement mal de voir ces enfants dans la rue, mais aussi il faut voir notre condition de vie. Nous avons reçu le message et on attend ce que ça va donner après. Avec 39 000 enseignants, le système éducatif compte le plus gros contingent des agents de la fonction publique, évalué à 52 000. Le débrayage dans ce secteur a des conséquences fâcheuses sur l'éducation et l'avenir de la jeunesse. Voilà pourquoi le gouvernement explore des pistes pour offrir des approches innovantes d'augmentation de revenus aux enseignants. Comme hier, la ville de la femme togolaise, la ville de la femme internationale tout court. La cité a vu lancer en effet les manifestations de la Journée internationale de la femme. C'est le 8 mars prochain, une journée placée sous le thème à l'échelle nationale de l'autonomisation des femmes pour la prospérité du Togo. Retour sur cette journée hier à Takwame avec Larissa Ticlé. Pour sa ténacité, la femme est honorée chaque 8 mars, Journée internationale de la femme. Les festivités marquant l'édition 2015 de cette manifestation viennent d'être officiellement lancées à Atakpame, dans la préfecture de Logou, par la ministre en charge de la promotion de la femme. Cet événement met la femme sous les projecteurs en même temps que son rôle dans la prospérité du Togo, comme le stipule le thème national de cette célébration, autonomisation des femmes pour la prospérité du Togo. Il s'agit de sensibiliser tout un chacun que si la femme arrive à être autonomisée sur tous les plans, éducation, santé, économie, politique, eh bien, ça signifie que notre pays va avoir une accélération de son progrès. Heureusement, nous avons des progrès qui ont été enregistrés, mais nous sommes venus ici lancer cet appel à tous les acteurs de la société civile, du secteur privé, du secteur public, aux hommes et aux femmes, pour que chacun fasse quelque chose pour soutenir la femme dans son progrès.
Le Togo entend ainsi miser davantage sur les femmes pour gagner le pari de la prospérité en leur facilitant l'accès aux ressources, aux opportunités et aux droits consacrés par la loi. La cérémonie de ce jour donne ainsi le ton aux activités de la Journée internationale de la femme, édition 2015 sur toute l'étendue du territoire et ce jusqu'à la fin du mois de mars. L'apothéose est prévue pour le vendredi 6 mars au Palais des Congrès de Lomé. C'est vraiment la Journée internationale de la femme. Et dans la foulée, ce programme d'entrepreneuriat féminin inclusif, il est en cours d'exécution. 90 femmes leaders, membres de groupements féminins de la région des Plateaux sont concernés. C'est une formation sur les techniques de transformation des produits agricoles, le marketing aussi. Les précisions de Yves Agbevivi à Tapami. Elles sont des femmes du monde paysan togolais de la région des Plateaux-Est. Investies donc dans la production agricole, ces femmes, à l'instar de leurs sœurs productrices des autres régions, ne maîtrisent pas la chaîne de qualité dans les unités de transformation, ce qui réduit sensiblement les rendements et l'économie en souffre. Il faut aider ces femmes à connaître les potentialités de transformation des produits agricoles en dérivés de plus grande valeur ajoutée en vue d'augmenter leurs revenus. C'est la raison qui a sous-tendu l'initiative de cet atelier ouvert par la ministre de l'Action sociale, de la promotion de la femme et de l'alphabétisation, un atelier qui s'ouvre juste après le lancement national de la Journée internationale de la femme et qui s'inscrit dans le cadre de l'entrepreneuriat féminin inclusif. Pour Dédé Akouifa, cette formation de 3 jours est d'un grand intérêt pour ces femmes. Nous savons que quand on a accès à la bonne technologie, on peut produire plus, de meilleure qualité et à moindre frais. Si vous produisez mais que vous n'arrivez pas à vendre, eh bien vous ne pouvez pas générer le chiffre d'affaires qui vous permettra de faire des profits. Au contraire, vous aurez des pertes et vous aurez du surstockage. Et le surstockage, c'est des coûts et donc ça peut vous mettre en difficulté. Elles sont 90 femmes leaders qui, au sortir de cette formation, seront en mesure de former celles de leurs groupements respectifs. Environ 300 femmes ont été déjà formées dans la région des Savanes, de la Kara et centrale. Les femmes ont à cette occasion applaudi les hommes qui, comme le chef de l'État, œuvrent pour le bien-être de la femme. Et les femmes sollicitées également par dossier délégation à l'organisation du secteur informel. Elle a entamé, vous le savez, une tournée de sensibilisation des commerçantes des marchés de Lomé, le grand marché d'Adalato lundi, Redjanaoui ce mercredi. Le message, l'importance d'une assurance maladie, entre autres. Anita Tigakou. De cette tournée de la délégation à l'organisation du secteur informel. Les responsables de la DOSI veulent leur faire découvrir les privilèges dont elles bénéficient. Privilèges qui vont de l'accessibilité à l'assurance maladie INAM, des prêts du FNFI aux produits génériques de la CAMEC. Mais tout part de leur droit aux documents administratifs. C'est d'inviter les femmes à disposer de leur certificat de la santé parce que sans ça, elles ne pourront pas avoir accès facilement au crédit étant donné qu'elles n'auront pas de carte nationale d'identité. Pour la directrice de la DOSI, Ingrid Awade, l'organisation de l'informel est la mission de son service dès sa création en 2008. Mais elle a également pour attribution de permettre aux acteurs de ce secteur, dont ces femmes commerçantes, d'en sortir. Ce qui n'est possible que si elles ont connaissance de toutes les dispositions requises. Message reçu par les femmes du marché d'Edjanaoui. Nous sommes très contentes parce que ça nous concerne, nous les femmes, en général. Parce que c'est ce que nous souhaitons le plus souvent. Que ces gens-là viennent nous éclaircir et ce qu'on appelle fonds inclusif. Parce que jusqu'à présent, il y a d'autres qui ne comprennent pas. Donc, elles sont venues aujourd'hui, nous avons tout compris. Ce que Dossi fait dans le domaine du secteur informel, nous avons bien saisi ça. Après cette étape, les commerçants d'autres marchés de Lomé, 10 au total, recevront la visite de la DOSI et de ses partenaires pour un secteur informel qui joue pleinement son rôle dans le développement économique du pays. Et pendant ce temps, l'OTR, Office togolais des recettes, réfléchit sur la gestion des flux des marchandises au port autonome de Lomé. Une stratégie vient d'ailleurs d'être définie. Elle repose sur un système d'informatisation des parcs automobiles ainsi que les magasins et aires de dédouanement. Les explications, Prudence Zinsou. L'Office togolais des recettes poursuit sa politique de modernisation de ses services avec l'informatisation des parcs automobiles ainsi que les magasins et aires de dédouanement au port autonome de Lomé.
Fini donc la gestion manuelle des marchandises, la réduction des fraudes et des dysfonctionnements constatés souvent dans ces parcs et dans les magasins de marchandises diverses en attente de dédouanement. Cette informatisation permet de sécuriser les marchandises et donne l'opportunité aux opérateurs et gestionnaires des MAD de mieux gérer le flux des marchandises ainsi que leur durée de séjour. Le dispositif consistait à aller dans chaque MAD, qu'il soit marchandise ou véhicule, installer un dispositif. Donc on a utilisé la connexion Wi-Fi, c'est un prolongement du réseau du port autonome. Et donc chaque MAD a un dispositif. Il y a un mois qu'on s'est réunis, les MAD, on les avait donné objectif de s'équiper en infrastructure. L'OTR a fait ça pour eux. Donc ils ont des facilités maintenant pour accéder à Segus et à Sidonia. Ce système de gestion informatisée des entrées et sorties des marchandises se fait grâce au Sidonia World et le dispositif mis en place par Segus, la société d'exploitation du guichet unique pour le commerce extérieur, l'un des partenaires de l'OTR dans ce projet qui entraîne la simplification des procédures et rend le port plus compétitif. Le rôle est réellement d'améliorer l'efficacité de la chaîne logistique et aussi évidemment par ce même biais et par ricochet améliorer la compétitivité du port de Lomé. Il s'agit de discuter des procédures avec chacun des acteurs et de définir les procédures définitives et ensuite former les différents agents du port, de la douane et tous les acteurs de cette chaîne logistique aux différents accès, aussi bien pour les MAD, les rouliers, mais aussi le trafic import complet, le trafic aussi des marchandises qui sont en transit vers les pays de l'Interland. Le mécanisme n'est qu'à son début, mais déjà les premiers résultats sont encourageants ici au parc des véhicules d'occasion. C'est difficile de maîtriser le stock. Vous voyez, quelque chose qu'on fait manuellement et aujourd'hui nous arrivons à connaître par jour combien de véhicules. Déjà à partir de mon poste ici, je peux savoir aujourd'hui, quand j'interroge un parc, je sais que tel nombre de véhicules, et le parc a reçu tel nombre de véhicules. Dans la journée, je peux savoir combien de véhicules sont sortis. Ce projet d'optimisation de gestion des MAD est un partenariat gagnant-gagnant entre l'OTR, Segus et les acteurs portuaires. La maximisation des recettes sera effective à tous les niveaux. A signalé également dans l'actualité ce mercredi cette réunion restreinte du réseau de prévention des crises alimentaires, réunion qui s'est ouverte lundi à Lomé, qui a pris fin ce soir. Plus de 200 participants venus de la sous-région et du Sahel. Ils ont examiné, entre autres questions, le fonctionnement des marchés régionaux et la perspective de création d'une réserve alimentaire. Nous reviendrons plus en détail sur ce sujet dans nos prochaines éditions. Dans le reste de l'actualité, cet accord de financement pour augmenter le capital Fagas dans celui de la Société africaine des biocarburants et des énergies renouvelables. Pour votre gouverne, sachez que Fagas, c'est le Fonds africain de garantie et de coopération économique. Carmen Madjiakapo pour les précisions. Le Fonds africain de garantie et de coopération économique, FAGAS, s'engage à promouvoir l'accès des populations de l'Afrique subsaharienne aux énergies renouvelables. Ce acte porte alors de 43 millions à 100 millions de francs CFA sa participation au capital de la Société africaine des biocarburants et des énergies renouvelables SABER. Ce coup de main du FAGAS va permettre à la SABER de poursuivre son projet d'investissement dans le Fonds africain des énergies renouvelables FAER. L'Afrique maintenant, à travers la SABER, va pouvoir avoir tous les leviers nécessaires maintenant pour assurer son propre développement économique durable. Ce que le FAGAS a posé aujourd'hui comme acte montre tout simplement la volonté des Africains de supporter et d'avoir une institution digne de ce nom, capable de lutter contre le changement climatique. C'est en 2012 que l'Assemblée générale de l'ONU a décrété la période 2014-2024 décennie de l'énergie durable pour tous. Pour ce faire, le conseil d'administration du FAGAS a approuvé en décembre dernier ce financement. Le fait aujourd'hui pour le FAGAS d'augmenter son capital au niveau de SABER, c'est que nous avons vu ce que SABER est en train de faire, puisque nous avons évoqué plusieurs projets qui sont aujourd'hui en cours et nous avons estimé qu'il fallait aller plus loin. Nous étions à un niveau de capital qui se situe autour de 40 milliards. Nous avons pratiquement doublé notre
notre niveau au niveau de ce capital. Donc je pense qu'en procédant à l'augmentation de notre participation au niveau de Saber, c'est encore là pour le FAGAS la preuve que le FAGAS tient vraiment à l'amélioration des conditions de vie des populations. Le FAGAS est une institution financière internationale spécialisée dans la promotion des investissements. Il compte aujourd'hui 14 pays africains, dont les 8 de l'UEMOA. Hier, c'était le 3 mars, c'était la journée. L'accent est mis sur l'assainissement pour un Togo sain et propre. L'ONG Togo Environnement a choisi GTA pour ses opérations de salubrité publique. Augustin Kossi, Adolphe Paca. Ensemble contre l'insalubrité publique. Carrefour GTA, pic, sachet et mégaphone en main, tout est parti pour célébrer avec la brigade de veille environnementale la journée africaine de l'environnement. Une opération de sensibilisation et d'action sur le terrain, les déchets plastiques et les tas de détritus qui jonchaient les abords des artères sont évacués. Nous sommes presque à l'entrée de la ville de Lomé, mais malheureusement que la population, bien les revendeurs de la zone n'entretiennent pas bien l'entrée de la ville. Nous savons ce que ça cause pour la nature. La journée africaine de l'environnement, nous avons jugé bon de venir les aider. Nous devons faire tout pour que l'environnement où nous trouvons soit d'abord propre pour notre santé. La santé, un besoin vital qui passe nécessairement par un environnement propre, tient à cœur les responsables de Togo Environnement Propre. La journée du 3 mars en est alors une opportunité. Nous savons que le gouvernement fait beaucoup avec des infrastructures un peu partout, les nouvelles routes. La responsabilité de tout un chacun est engagée. Il nous appartient chaque jour d'entretenir notre environnement. Tout passe par la sensibilisation et l'éducation. Inlassablement, continuellement, la sensibilisation et l'éducation. À travers ces brigadiers, Togo Environnement Propre mène des actions de sensibilisation et d'éducation aux valeurs civiques et citoyennes pour un Togo sain et propre. Monsieur, communiqué conjoint avant de refermer cette édition du soir dans le cadre de la politique de promotion de l'emploi au Togo, le ministère du Travail, de l'Emploi et de la Sécurité sociale, en collaboration avec le ministère du Développement à la base, de l'Artisanat et de l'Emploi des Jeunes, annonce la tenue effective du 23-26 mars prochain de la 3e édition de la Semaine de l'Emploi au Palais des Congrès de Lomé. Cette 3e édition, placée sous le haut patronage de son Excellence Faure Essozi Mnonia Singbe, président de la République togolaise, se tient sous le thème « Quelle formation pour quel emploi ?» Elle intervient dans un contexte d'une nécessaire orientation des jeunes vers les créneaux porteurs et les secteurs pourvoyeurs d'emploi dans notre pays. À cet effet, la jeunesse togolaise, dans toute sa composante, est invitée à prendre massivement part à cette foire sur l'emploi qui sera marquée en 4 jours de stands d'exposition de différentes entreprises et des conférences thématiques gratuites. Le ministre du Travail, de l'Emploi et de la Sécurité sociale et le ministre du Développement à la base, de l'Artisanat et de l'Emploi des Jeunes remercient toutes les entreprises mobilisées, les partenaires et la jeunesse togolaise qui est concernée au premier plan par l'organisation de l'édition 2015 de la Semaine de l'Emploi. Voilà qui met un terme à cette édition du soir. On va se quitter sur les images de Bruxelles, les conclusions de la conférence de Bruxelles sur Ebola. Peut-être bientôt un plan Marshall en faveur de la Guinée, de la Sierra Leone et du Libéria, les 3 pays plus durement frappés par l'épidémie. C'est le vœu formulé par leurs dirigeants dans la capitale européenne. Le Togo a appelé de son côté à une solidarité plus accrue. Nous avons suivi donc le compte rendu tout à l'heure dans le journal, en début de journal. Votre soirée sur la télévision togolaise, la météo et les prévisions. Cléo Sabine Poko tout à l'heure, 21h le magazine Le Contribuable, 22h30 nos dernières infos. Isidore Koubatine. Merci à vous qui nous suivez ce soir dans l'Est Mono, dans les plateaux, à Bruxelles, en Belgique, sur la télévision togolaise et comme d'habitude, toujours fidèlement. Bonne soirée.